Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. À qui profite l'argent des contribuables européens? Eh bien, c'est la question posée par une étude qui vient de publier deux ONG européennes, une enquête qui montre que Bruxelles finance la recherche des industriels sans véritablement se soucier de savoir si ces subventions améliorent le bien-être des populations du vieux continent. Pour en parler, je reçois Martin Pigeon, chercheur au Corporate Europe Observatory, l'une des deux ONG qui a mené cette étude. Bonjour Martin Pigeon. Bonjour. Alors cette étude s'appelle In the Name of Innovation, donc au nom de l'innovation. Qu'est-ce qu'on se permet au nom de l'innovation? Eh bien, le maximum. Et qui est contre l'innovation? Qui est contre la nouveauté? Et c'est un argument qui est très souvent utilisé par les industriels pour justifier le fait de faire financer leurs priorités de recherche. Alors, cette étude va porter sur deux cas. Il y a environ 7 partenariats publics-privés entre l'argent de Bruxelles et un certain nombre d'entreprises. Vous en avez étudié deux. Je rappelle que l'ensemble de ces 7 partenariats, c'est quand même près de 7 milliards d'euros dépensés par Bruxelles. Vous avez étudié deux cas, un dans la pharmacie et l'autre dans la bio-industrie. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que ces partenariats publics-privés entre la Commission européenne et des groupes de pression de l'industrie qui représentent chacune des deux secteurs que vous avez mentionnés, la pharmacie et les bio-industries, est organisé de façon que les programmes de recherche sont définis par les industriels. À la fois les programmes à long terme, mais aussi les programmes de travail annuels. Ensuite, le conseil d'administration de ces partenariats est composé pour moitié, disons 50-50, entre la commission et les industriels. Donc, les industriels définissent les priorités, ils définissent les programmes et ils ont un droit de veto, puisqu'ils peuvent bloquer, vu qu'ils ont la moitié des voix de décision, des priorités de recherche qu'ils n'approuvent pas. On Alors, parle de quelle somme? dans la pharmacie, sur l'ensemble de la période que nous avons étudiée, donc de 2008 à aujourd'hui, on parle de 2,6 milliards d'euros en termes de contribution d'argent public. Pour ce qui concerne les bio-industries, c'est un partenariat qui a commencé plus récemment, en 2014. On parle d'un budget initial de 975 millions d'euros, donc près d'1 milliard. Donc au total, environ 3,6 milliards d'euros. C'est très, très substantiel. Et encore une fois, l'utilisation de ces 3,6 milliards d'euros d'argent public, donc du contribuable européen, est orientée selon des priorités définies par les industriels. Or, le problème, c'est que ces partenariats sont censés répondre à des défis sociaux, à des défis sociétaux. Par exemple, dans le cas du médicament, il s'agit de développer des médicaments dans des secteurs qui souffrent d'un déficit de recherche, typiquement les maladies tropicales, comme la malaria ou le paludisme, ou alors des maladies liées à la pauvreté. Et dans le cas du médicament, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des recherches qui ont été financées par ces partenariats l'ont été sur des sujets où les industriels investissent déjà beaucoup d'argent et sur des secteurs qui sont profitables pour eux. Typiquement, le cancer, le diabète, la maladie d'Alzheimer, des maladies de pays riches. Ce que vous pointez aussi dans cette étude et qui est lié à notre actualité sur le Covid, c'est que depuis 2018, la Commission avait demandé à ce partenariat d'étudier les problématiques de pandémie et ces industriels ont rejeté la proposition de Bruxelles. Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, l'industrie pharmaceutique n'est pas très intéressée par les vaccins, parce que ce n'est pas quelque chose de très rentable, pour beaucoup moins que des traitements à long terme. Et donc, en 2017, fin 2017, effectivement, la Commission a proposé à ce partenariat, donc à leurs partenaires industriels dans ce partenariat, d'étudier des moyens d'accélérer la mise sur le marché des vaccins. Et les partenaires industriels ont refusé. Donc ça pose différentes sortes de problèmes parce que d'abord, il ne nous semble pas correct
qu'on demande à des industriels de définir comment est-ce qu'il faut étudier la mise sur le marché d'un vaccin. C'est quelque chose qui doit normalement être défini par la santé, par la puissance publique. C'est très important de sauvegarder l'indépendance des processus de vérification, que ces vaccins, en l'occurrence, sont bons, enfin ne sont pas dangereux pour la santé. Mais on voit que alors même que ce travail aurait été subventionné par l'argent public, les industriels n'en voulaient pas. Et ce que cela montre, c'est que ça montre deux choses. Ça montre que, d'une part, les vaccins, ça les intéresse vraiment pas beaucoup, à moins qu'on paye tout. Et c'est ce qu'on est un peu en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant qu'on est en pleine pandémie mondiale et qu'il y a une urgence et un marché gigantesque, là, d'un seul coup, tout le monde y va. Tout le monde essaye, avec assez peu de coordination d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Et l'autre problème, c'est que surtout, ça révèle le mode de fonctionnement de ce partenariat, qui est que si les industriels ne sont pas d'accord, eh bien, rien ne se passe. Alors, autre exemple, donc plutôt sur l'autre aspect du partenariat, c'est-à-dire la bio-industrie, vous pointez le fait dans votre rapport, qui est accessible sur votre site, vous pointez le fait qu'en fait, l'argent du contribuable européen sert à financer des projets d'industriels qui sont déjà lancés et presque même déjà matures. Alors, c'est exact. Le partenariat sur les bio-industries essaye de construire un peu ex nihilo un marché de ce qu'ils appellent la bioéconomie industrielle. Pour faire très simple, c'est faire avec des plantes ce qu'on fait aujourd'hui avec du pétrole, parce que ce serait bon pour le climat. Et alors, le problème, c'est que c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on a absolument besoin des forêts, par exemple, pour capter le CO2 excessif qui est dans l'atmosphère, pour ralentir le changement climatique. Donc, c'est pas du tout le moment d'aller ratiboiser ces forêts-là. Or, c'est la conséquence de mettre en place des industries de ce type. Donc là, par exemple, là où, par exemple, on voit que dans le partenariat sur le médicament, le problème, c'était que on a besoin de médicaments, mais que l'industrie oriente la recherche sur les médicaments qu'elle a besoin de vendre, plutôt que les médicaments dont nous avons besoin, nous, en général, et particulièrement les gens qui n'ont pas accès à des médicaments sur des maladies négligées. Alors que dans le cas des bio-industries, le problème est un petit peu différent. C'est la création d'une industrie qui est vraiment pas, enfin, qui à mon avis ne devrait pas avoir lieu maintenant, enfin, ou en tout cas pas du tout dans les conditions dans lesquelles elle est construite aujourd'hui. Et effectivement, à peu près 70% de ce budget est consacré à la construction d'usines, en fait, pour transformer des arbres en plastique ou en énergie. Ce que vous pointez aussi, Martin Pigeon, c'est quand même assez extraordinaire, c'est quasiment l'absence de représentants de la Commission européenne dans les débats de ces partenariats où sont prises les décisions de financer tel ou tel projet. Bah, ils ne sont pas complètement absents au sens où ils représentent la moitié des voix de décision au conseil d'administration. Et il faut voir que l'évaluation des projets est faite par des experts a priori indépendants, enfin, qui sont en tout cas nommés par la commission. Donc, le problème, il est plutôt dans l'architecture, dans la structure de ces partenariats qui laissent l'industrie fixer les priorités et contrôler et décider, en fait, quelles priorités vont être suivies ou pas. Vous allez plus loin. Vous parlez dans votre rapport de capture de fonds, donc de fonds européens, par les lobbies et les industriels. Mais oui, parce que ça, c'est la conséquence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la création de ces partenariats est en elle-même, avec ces règles de fonctionnement, est en elle-même une victoire du lobbying de ces industriels. Et donc, là, une fois que la réglementation est décidée par l'Union européenne, et que cette réglementation impose que ce soit les industriels qui définissent les priorités et qui aient un droit de veto au conseil d'administration, la Commission ne peut plus faire grand-chose, en fait. Elle ne peut qu'appliquer les textes tels qu'ils ont été adoptés, sous l'influence des industriels. Alors, vous avez des recommandations, vous proposez des recommandations, d'autant que, évidemment, dans le prochain budget de l'Union européenne, il y a à peu près 100 milliards d'euros qui vont être consacrés à la recherche entre 2021 et 2027. Donc, on ne peut pas continuer avec cette opacité, dites-vous, et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour pouvoir suivre mieux ces projets?
Alors, la première recommandation que nous faisons, c'est qu'il faut partir de notre conclusion. La conclusion, c'est que le fait de laisser aux industriels la définition des priorités leur permet de s'approprier le résultat de ce qui est financé. Donc, il faut impérativement cesser ça. Il faut que les priorités de recherche soient définies par la Commission, soient définies par la puissance publique, en consultation avec qui ils veulent, y compris les industriels, parce qu'il ne faut pas non plus réglementer dans le vide, ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas laisser à des structures privées un droit de décision sur l'utilisation d'argent public. Ça, c'est la base. Et c'est vraiment notre première recommandation. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut voir que l'appropriation des résultats de ce qui est financé est régie par des contrats qui sont les contrats internes au consortium qui obtiennent le financement, et que ces contrats et un grand nombre des documents qui sont liés au projet sont couverts par le secret commercial. Or, on parle ici d'utilisation d'argent public pour répondre à des défis sociétaux. Donc, c'est un principe de fonctionnement qui n'est pas acceptable non plus. Nous souhaitons et nous recommandons que l'ensemble des documents, et particulièrement ceux qui organisent la répartition de la propriété intellectuelle de ce qui est financé, soient publiés. Martin Pigeon, une dernière question. Quelle a été la réaction de la Commission européenne à la publication de votre rapport qui, je le répète, date du 25 mai 2020, donc 25 mai dernier? Alors, elle a été mesurée, elle a pris acte de la publication et de nos résultats. Elle les a découverts, en fait, au moment où elle a réagi, donc elle ne pouvait pas dire grand-chose. Mais je trouve encourageant, la Commission n'est pas une entité monolithique. Il faut voir qu'il y a des conflits à l'intérieur de cette commission-là, et que je pense qu'un certain nombre de fonctionnaires européens partagent notre avis. Je ne suis pas sûr que la DG Recherche et Innovation, qui finance tout ça, soit entièrement ravis de notre diagnostic. Les lobbies, par contre, qui bénéficient de cet argent-là, ont réagi très violemment. Ils nous ont critiqués en utilisant des mots que je ne répéterai pas, mais en nous accusant d'être, qu'il ne fallait pas nous écouter et que vraiment, il fallait continuer à financer. Merci Martin Pigeon pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Que ce soit dans les rues des villes ou au fond des océans, il y a aujourd'hui quantité de masques et de gants jetables, conséquence de cette pandémie. Les prémices d'une nouvelle pollution, et pourtant il y a des solutions pour la fin de vie de ces déchets, et c'est cette semaine dans Élémentaire. Élémentaire, à voir sur France 24 et france24.com. « 6 h du matin, léger vent de face. Les conditions sont bonnes et il y a déjà du monde sur les vagues de Muizenberg, près du Cap, en Afrique du Sud. En surface, Matthew est un surfeur comme les autres. Mais sa planche, elle, sort du lot. Cela fait 6 ans que Matthew préfère le bois aux mousses de polyuréthane, omniprésentes dans l'industrie du surf. Pour moi, ça a vraiment ravivé mon amour pour le surf, parce que c'est une sensation complètement différente. C'est différent quand tu rames, c'est différent quand tu surfes. Et ouais, en surf, c'est les sensations qui comptent. Une planche fabriquée à quelques kilomètres de là dans l'atelier de Patrick Burnett. Cet ancien journaliste s'est lancé dans la création de surf en bois il y a une dizaine d'années. Des planches creuses pour gagner en légèreté et en maniabilité. Une méthode ancienne, abandonnée au début des années 50 pour de nouveaux matériaux plus compétitifs. Mais pour Patrick, tout est question de design. Le bois, c'est un matériel unique et il lui faut un design particulier. Les formes de planches que j'ai choisies sont, je pense, adaptées au bois. Et ce sont des shapes qui marchent vraiment très bien. Je ne vais pas prendre une planche de compétition, la refaire en bois et m'attendre à ce qu'elle soit bien. Ce bois, du cèdre japonais la plupart du temps, est produit en Afrique du Sud dans des plantations durables. C'est aussi pour le moment la seule alternative écolo aux planches en mousse de polyuréthane dont la fabrication est polluante. L'environnement, une vraie préoccupation pour Patrick, mais pas un argument de vente.
Quoi qu'on fasse, ça laisse une empreinte. Quels que soient les matériaux, il y aura toujours un truc qui n'est pas bon pour l'environnement. C'est mieux d'être honnête et de dire « Écoute, j'utilise cette colle à bois en polyuréthane et c'est clairement pas bon pour l'environnement. J'adorerais m'en passer, mais il n'y a rien d'autre de disponible à l'heure actuelle. » À raison de 50 à 60 heures par planche, Patrick en a fabriqué environ 850 dans sa carrière. Une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle de l'industrie du surf, mais un pas dans la direction d'une plus grande harmonie entre ce sport et son environnement. Prenez soin de vos plantes en regardant la météo avec Aquabloom, le nouveau système d'arrosage automatique et solaire Gardena.